Très bien, mes chers collègues, nous allons commencer parce que nous avons une après-midi bien chargée jusqu'à 18 heures avec quatre séances, quatre auditions. Nous entrons cet après-midi dans le vif du sujet, puisque c'est quasiment la première audition. Nous avons eu déjà auditionné des associations LGBT et des associations de familles homoparentales, mais uniquement sur le prisme international. Là, nous allons rentrer cet après-midi dans le vif du sujet. Donc nous commençons par l'interassociative inter-LGBT. Monsieur Nicolas Gouguin, vous en êtes le porte-parole. Bonjour et bienvenue. Et Monsieur Mathieu Nossan, vous êtes co-secrétaire de la commission politique. Je vous laisse la parole pendant ce que vous jugerez utile, mais 20 minutes me semble correct pour laisser la place aux questions-réponses et aux interrogations de mes collègues. Qui prend la parole parmi vous? Monsieur Gouguin, je vous en prie. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, mesdames et messieurs les députés, pour votre accueil aujourd'hui. Enfin, nous parlerons tous les deux, compléterons nos propos dans le cadre de cette intervention d'introduction. Vous remercie effectivement de nous accueillir aujourd'hui, puisque on se le disait avant de rentrer ici. C'est vrai que les occasions sont très rares en fait dans l'histoire de nos débats parlementaires d'une part, et puis dans l'histoire aussi des auditions, d'avoir des associations LGBT qui sont reçues dans le cadre de débats publics comme celui-là. Donc voilà, ça me semblait important de le resituer. Juste pour vous dire, on va commencer par tout d'abord un propos introductif sur replacer qui on est, replacer aussi le contexte historique qui a fait émerger cette revendication et qui aujourd'hui fait qu'on se retrouve à avoir ce débat sur le projet de loi visant à ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. On reviendra ensuite sur ce qui, à notre sens, doit être amélioré dans le projet de loi tel qu'il est présenté, tel qu'il a été présenté en Conseil des ministres. Donc ça, ce sera Mathieu qui reviendra sur ce point-là. Et puis, je terminerai par quelques éléments de conclusion. Alors, tout d'abord, juste redire qui on est, parce que, et du coup, d'où on parle aussi. Ça me semble important de resituer que l'inter-LGBT, donc de son nom complet, Interassociative lesbienne, gay, bi et trans, fédère une soixantaine d'organisations, LGBT ou non d'ailleurs, qui militent pour l'égalité des droits, qui militent contre toutes les formes de discrimination, et qui aussi milite pour que les questions LGBT, ces questions d'égalité, soient présentes dans le débat public et médiatique. Alors, nous sommes le premier interlocuteur du gouvernement sur ces questions-là. Nous fédérons un certain nombre d'associations, dont d'ailleurs les trois associations que vous allez entendre par la suite, la PGL, la DFH et les Enfants d'Arc-en-Ciel, qui contribuent aussi à éclairer nos travaux. Nous sommes composés uniquement de bénévoles. Ça me paraît important quand même de le rappeler. Et puis, enfin, nous organisons chaque année la marche des fiertés LGBT de Paris. J'en dirai un mot tout à l'heure. Sur le contexte historique, se redire qu'en France, l'évolution des droits des personnes lesbiennes, gays, bi et trans et le chemin de l'évolution des droits, l'égalité des droits, est un chemin qui a été emprunté il y a finalement assez peu de temps. On peut citer deux dates et une période. Deux dates, tout d'abord 81, qui a vu la dépénalisation complète de l'homosexualité. 99, avec l'adoption du PACS, qui a été pour la première fois la reconnaissance sociale des unions entre personnes de même sexe, au même niveau que des unions de personnes, que des unions de couples hétérosexuels dans le cadre du PACS. Et puis, la période de 2004-2006 qui a vu des améliorations aussi concrètes de notre code pénal, qui a vu notamment s'inscrire dans le cadre de la loi Perben les circonstances aggravantes d'homophobie, entre autres, et puis la création de la HALD qui a suivi, et du coup aujourd'hui fondue dans le Défenseur des droits, mais qui a donné des outils concrets et nouveaux de lutte contre les discriminations, de manière à faire que la discrimination à raison de l'orientation sexuelle devait être mise au même niveau que les autres discriminations pour la mention du sexe, de la race,
de l'origine ou de la religion. Enfin voilà. Donc ça me paraissait important de rappeler quand même ces éléments-là et de dire que finalement, depuis 1999, dans l'histoire de l'évolution des droits des personnes lesbiennes, gays, bi et trans, il n'y a pas eu d'évolution majeure en termes de droits. Alors que autour de nous, d'autres pays, eux ont fait évoluer leur législation. Je prendrai juste deux exemples, l'Espagne et la Belgique, qui ont successivement ouvert le mariage, l'adoption et aussi l'accès à la procréation médicalement assistée pour les femmes dans les deux cas. Alors, en introduction, je vous disais que l'inter-LGBT organisait chaque année la marche des fiertés LGBT de Paris. Vous dire que le mot égalité, le mot d'ordre égalité, est quand même un leitmotiv de ces mobilisations annuelles, est un leitmotiv très important. Notamment au moment qui précédait les élections présidentielles, je pense à 2006, où la question de l'égalité a été très présente dans les mots d'ordre qui étaient donnés à l'occasion de la marche des fiertés, mais aussi en 2011 et en 2012. Petite parenthèse, la marche des fiertés LGBT reste la première manifestation politique récurrente en termes de nombre de participants chaque année, puisqu'elle rassemble depuis 7 ou 8 ans maintenant plus de 500 000 personnes dans les rues de Paris chaque année. Donc c'est un temps politique aussi récurrent, fort, et on a l'habitude de dire que c'est la manifestation politique récurrente la plus importante en France. Vous dire deux mots avant de passer la parole à Mathieu Nossan sur le climat que nous on a ressenti dans ce rendez-vous annuel en 2011 et en 2012. En 2012, peut-être pour commencer, climat unique puisqu'on sortait de l'élection présidentielle et législative et il y avait un engagement fort du président de la République dans sa campagne d'avancer sur ces sujets-là, un engagement fort de la nouvelle majorité politique d'avancer sur ce sujet-là et vraiment un climat unique dans les participants à cette manifestation annuelle qu'on pouvait enfin reprendre le chemin de l'égalité. Après, je vous le disais tout à l'heure, après des évolutions importantes dans des pays qui nous entourent en matière de droits des personnes LGBT. Et peut-être un mot sur... alors oui, redire le mot d'ordre de 2012 qui était l'égalité n'attend plus. Je vous parlais de l'attente qui était manifestée véritablement dans les rues de Paris ce jour-là. Et donc voilà, c'était vraiment frappant et il me semblait important de le rappeler aujourd'hui. Et peut-être terminer sur une anecdote par rapport à la marche des fiertés de 2011, où le mot d'ordre aussi de l'égalité était en première ligne. Le même jour où nous avons marché à Paris, l'État de New York a ouvert le mariage de couples de même sexe. Nous l'avons appris pendant la nuit, décalage horaire oblige. Et c'est vrai qu'on a constaté ce jour-là le fossé énorme qui nous séparait d'autres États qui, eux, avançaient, sur lesquels les droits avançaient. Et voilà. Et donc, terminer peut-être voilà, sur ce symbole de l'État de New York qui, à cette occasion, a ouvert le mariage de couples de même sexe et nous a fait dire que nous aussi en France, nous attendions que nous reprenions le chemin de l'égalité. Et j'espère que, en tout cas, le débat autour de ce projet de loi et l'adoption de ce projet de loi pourra permettre, in fine, d'aller vers l'égalité complète. Oui, je vais faire une transition par rapport à ce que disait Nicolas Gouguin et par rapport aux États-Unis pour vous parler et pour reprendre en partie l'allocution qu'a faite Madame Hillary Clinton l'année dernière à la même date à Genève devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et pour vous dire tout d'abord que ce qu'elle a dit à ce moment-là et ce qui nous semble très important, c'est que les droits des LGBT, ce sont les droits humains et que les droits humains, ce sont ceux des LGBT. Je vais la citer. Pour être tout à fait précis. Elle a dit « Nous avons fini par comprendre que les LGBT avaient droit à la pleine mesure de la dignité et des droits, parce qu'au même titre que tout le monde, ils partagent une humanité commune. Cette prise de conscience ne s'est pas produite du jour au lendemain. Elle a évolué au fil du temps, et ce faisant, nous avons compris que nous honorions des droits qui avaient toujours existé, au lieu d'en créer de nouveaux, ou spécialement pour ces personnes. Tout comme le fait d'être une femme ou d'appartenir à une minorité raciale, religieuse, tribale ou ethnique, le fait d'être LGBT ne vous rend pas moins humain. Voilà pourquoi les droits des LGBT sont des droits humains et les droits humains sont ceux des LGBT. Tout ça pour vous dire qu'en parlant de cette loi,
on parle et on rentre dans l'histoire du combat en faveur des droits humains. Une histoire, un ensemble de combats dont nous bénéficions toutes et tous aujourd'hui. Et ce sont des avancées collectives qui se sont souvent construites en dépit des traditions et en dépit des conservatismes. Je voudrais vous donner un exemple, un des exemples, l'exemple des oppositions qui ont eu lieu en 1974 lors du débat sur l'interruption volontaire de grossesse. Une loi, celle de la légalisation de l'IVG, qui, plus personne ne peut le nier aujourd'hui, a été une avancée primordiale pour les droits des femmes. C'était une loi qui rendait légales des situations de fait, qui ne pouvaient plus être méconnues, au-delà des convictions personnelles ou religieuses. Je vais citer également, lors de cette audition, Madame Simone Veil, qui disait dans son discours du 26 novembre 1974, à l'époque, à l'Assemblée nationale, « Nous sommes arrivés à un point où, en ce domaine, les pouvoirs publics ne peuvent plus éluder leurs responsabilités. » Je trouve que cette phrase s'applique parfaitement à la situation actuelle des LGBT et de leurs familles. Il est temps, aujourd'hui, de cesser de discriminer les couples de même sexe en leur refusant l'accès au mariage. Il est grand temps de reconnaître les familles homoparentales. Ce sont des situations de plus en plus nombreuses. Oui, les homosexuels ont des enfants. Oui, ces enfants vivent avec des parents de même sexe. Et oui, aujourd'hui, la France refuse de les reconnaître et elle maintient de fait ces familles dans un vide juridique qui est inadmissible. Les homoparents, en demandant à la société de les aider à faire famille, ne nient pas l'existence du féminin et du masculin et l'incomplétude de chacun. Je cite Anne Cadoré, anthropologue. Ils refusent de transformer cette existence en nécessité d'un homme et d'une femme dans la cellule familiale. Ils nous proclament ainsi le principe anthropologique suivant. 2 parents sont insuffisants pour faire un enfant, il faut pour cela toute une société. La question centrale qui se pose à vous, me semble-t-il, monsieur le rapporteur, messieurs et mesdames les députés, est donc celle-ci. Quelle société veut-on pour demain? Quelle société veut-on pour nos enfants? Voulons-nous une société repliée sur ses traditions, sur ses certitudes d'antan, ou voulons-nous une société ouverte, plurielle, qui fait une richesse de ses diversités? Et je citerai de nouveau Madame Clinton dans cette même allocution du 6 décembre 2011 qui disait « Celles et ceux qui préconisent d'élargir le cercle des droits humains ont toujours été du bon côté de l'histoire et l'histoire leur rend hommage. Celles et ceux qui ont essayé de restreindre les droits humains ont eu tort et l'histoire reflète cela également. » Nous sommes donc dans un de ces moments historiques qui marqueront la marche en avant des droits des LGBT en France, droits aussi des enfants des LGBT, et par voie de conséquence, la marche des droits humains dans ce pays. Le projet de loi adopté le 7 novembre en Conseil des ministres ouvre le mariage aux couples de même sexe et son corollaire, l'adoption. Il envoie un signal fort, retentissant, celui d'un État, d'une République, qui défend et qui promeut une société dans laquelle chacun, chacune, doit avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, sans qu'il ne lui soit intimé l'ordre de se conformer strictement à une norme sociale qui serait imposée par le pouvoir du plus grand nombre. C'est le sens même du mot « égalité » qui se trouve ici, et c'est sa meilleure définition. Mais parce que l'égalité ne se marchande pas, parce qu'il n'y a pas d'égalité si elle n'est complète, absolue, ce projet de loi n'est en l'état pas satisfaisant. En envisageant l'homoparentalité que par le prisme du mariage, le projet de loi ne répond que partiellement aux dispositions qui doivent permettre aux lesbiennes, aux gays, aux bi et aux trans d'accéder à la parentalité et à leurs enfants d'être pleinement reconnus et protégés au sein de leur famille, quelle qu'elle soit. Comment peut-on envisager, si le texte venait à être voté en l'état,
d'imposer aux lesbiennes et aux gays, et à eux seuls, de se marier pour que soit établi un lien de filiation entre eux et leurs enfants? Comment peut-on envisager de continuer à obliger des milliers de femmes à franchir les frontières de notre pays d'égalité et de liberté pour recourir à une procréation médicalement assistée à laquelle elles n'ont pas accès en France au seul motif de leur orientation sexuelle et de leur situation de couple? Comment peut-on envisager d'ouvrir aux couples de même sexe un mariage amputé de la présomption de paternité actuellement existante pour les couples de sexe opposé? Comment peut-on envisager de demander aux parents homosexuels non statutaires d'adopter leurs propres enfants, ceux qu'ils ont désirés, attendus, accueillis dans leur propre foyer? Et que propose-t-on enfin aux couples aujourd'hui séparés, ayant eu des enfants, et qui se trouvent actuellement, du fait des manquements de l'État, dans des situations humainement intenables et juridiquement inextricables? Pour apporter une réponse à l'ensemble de ces questions et permettre à toutes ces femmes, à tous ces hommes, à tous ces enfants d'être considérés et traités enfin comme des citoyens à part entière, nous demandons de créer une présomption de parenté dans le cadre du mariage. Nous demandons d'ouvrir aux couples de même sexe l'établissement de la filiation par reconnaissance en mairie. Nous demandons d'assurer l'égalité d'accès aux procréations médicalement assistées à toutes les femmes, célibataires ou en couple, quelle que soit leur situation civile ou leur orientation sexuelle. Nous demandons d'ouvrir l'adoption aux couples pacsés et aux concubins. Nous demandons de mettre en place un statut du beau-parent pour les familles recomposées, qu'elles soient homoparentales ou hétéroparentales. Et nous demandons enfin de faciliter les procédures de demande de partage de l'autorité parentale et de les élargir pour les ouvrir notamment aux familles en coparentalité. Je vais repasser la parole à Nicolas Gouguin. Alors, tout à l'heure, Mathieu Nossan disait quelle société veut-on ? Et par conséquent, à travers tout ça, quelle loi veut-on et quel est finalement l'esprit de cette loi? Parce que dans les débats qui ont lieu depuis quelques semaines maintenant, quelques mois même, autour de ce projet de loi, on entend beaucoup de choses se dire, mais on ne se concentre pas forcément sur quel doit être l'esprit de cette loi. Mathieu Nossan l'a rappelé tout à l'heure, c'est une loi qui doit être fondamentalement pour l'égalité. Souvent on parle de mariage pour tous, c'est peut-être un terme un peu raccourci pour dire toutes les implications et tout ce qu'on attend de cette loi. Pour nous, c'est d'abord une loi pour l'égalité, une loi pour la sécurité et la reconnaissance des enfants, et donc c'est une loi qui fondamentalement va dans le sens de l'intérêt de l'enfant, puisque elle va dans le sens de la sécurisation des liens qui existent entre les enfants et leurs parents. Et enfin, c'est une loi qui a pour principe moteur l'inclusion. Je parlais tout à l'heure de reconnaissance, de sécurité, cette notion d'inclusion. Il ne s'agit pas de substituer un modèle à un autre, de détruire un modèle existant, mais il s'agit bien, à un moment donné, de se dire qu'on a des couples, des familles existantes, couples hétérosexuels, familles hétéroparentales existantes, et qui sont reconnus, sécurisés par la République à travers les questions liées à la filiation, au mariage, enfin toutes les questions juridiques qui encadrent tout cela. Il s'agit tout simplement d'ajouter, de permettre à d'autres familles, de nouvelles familles, de nouveaux couples qui existent déjà, mais c'est leur permettre d'être aussi reconnus et d'accéder aux mêmes droits. Je mets au défi chacun de vous de dire que chaque famille hétéroparentale est identique. Non, il y a beaucoup de modèles différents et de constructions familiales différentes dans les familles hétéroparentales aujourd'hui. Donc il y a une diversité des familles hétéroparentales. Et donc cette diversité des familles, elle existe déjà finalement. Et donc il s'agit de sécuriser de nouvelles situations telles que Mathieu Nossan les a listées tout à l'heure. Donc c'est une loi, je disais, pour l'égalité, pour la reconnaissance, la sécurité des enfants et de leurs parents. Une loi qui cherche à inclure plutôt qu'à exclure ou à changer de modèle. Et donc une loi fondamentalement généreuse, une loi du vivre ensemble et non pas de la division comme nous avons pu l'entendre ici ou là. Et donc je terminerai peut-être sur la question des conséquences, parce que
des conséquences de ce projet de loi que nous avons lu. Je ne sais pas si tous les débatteurs dans le débat public l'ont pleinement lu et ont pleinement conscience des conséquences réelles de ce projet de loi, y compris même avec les améliorations que citait tout à l'heure Mathieu Nossan. Parce qu'il est facile de jouer sur les peurs, il est facile de jouer sur les préjugés, peut-être de proférer par là même d'ailleurs des discours qui visent à inférioriser les personnes lesbiennes, gays, et trans. Et d'ailleurs, cela véhicule d'une certaine manière un climat aussi d'homophobie ambiante que nous ne pouvons que dénoncer. Mais en réalité, la loi, elle, ne changera rien aux familles et aux couples existants. Elle ne changera rien à leur situation, à des situations existantes, mais elle permettra concrètement, pour les couples homosexuels, pour les familles homoparentales, de changer leur vie. Et vous avez aujourd'hui l'occasion unique, historique, et nous sommes regardés aussi par d'autres pays autour de nous. Nous sommes regardés par l'Europe, par d'autres pays qui se questionnent aussi sur l'évolution de leur législation en la matière. Vous avez l'occasion unique de faire tomber cette discrimination et de reprendre la marche de l'égalité. Donc, pour conclure, au nom peut-être de toutes celles et ceux qui marchent depuis des années pour l'égalité, celles et ceux qui n'ont pu marcher ces dernières années, celles et ceux qui ne sont plus de ce monde, mais qui ont, il y a plus de 20 ans maintenant, porté les premiers ces combats, de mettre fin à cette inégalité, de faire de cette loi une belle loi, une grande loi, généreuse, du vivre ensemble, et qui permette à tous les couples, tous les enfants, toutes les familles d'être sécurisés, reconnus par cette République, et par là même de contribuer à l'évolution des mentalités et l'inclusion et la reconnaissance de toutes les citoyennes et tous les citoyens de notre République à égal niveau. Je vous remercie. Merci Monsieur Gouguin, merci Monsieur Nossan pour vos interventions. Avant de laisser la parole à mes collègues qui ont souhaité la prendre, j'ai deux questions à vous poser. Vous avez rappelé fort justement les différentes étapes de l'accès à l'égalité pour les homosexuels et pour les couples homosexuels ou leur reconnaissance par la société. Et parallèlement, vous avez aussi, Monsieur Nossan, fait une liste très précise des manques, selon vous, de ce texte. En même temps que vous nous précisiez les attentes qui ont été fortes par vos adhérents, en tout cas par les associations LGBT. Les demandes que vous faites, la présomption de parenté, la reconnaissance en mairie, est-ce que pour vous, c'est une étape ultime dans l'accès à l'égalité? Est-ce que ce texte, à condition évidemment que toutes vos demandes soient ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas à l'objet, enfin, au vu du projet de loi du gouvernement, si toutes ces demandes étaient pour vous satisfaites, un jour ou l'autre, maintenant ou plus tard, est-ce que ce serait l'étape ultime? Derrière, est-ce qu'il y aurait, autrement dit, une autre marche qui assurerait pour vous, à vos yeux, une égalité parfaite ou une inclusion parfaite, pour reprendre les mots de M. Gouguin, des personnes, des homosexuels dans la société? Et la deuxième question, elle est plus formelle. Je vais faire attention à mon vocabulaire pour ne pas heurter mon collègue Hervé Mariton. On en a un peu discuté ce matin. Le débat est extrêmement vif dans la société aujourd'hui. D'un côté comme de l'autre d'ailleurs, pourrais-je dire, à l'occasion de ce texte, et on peut avoir à la fois sur la forme, auprès des adversaires du texte, une volonté de manifester de manière assez spectaculaire ou dans des mots malheureux parfois, on l'a même vu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, peut-être des mots qu'on n'avait pas entendus depuis le Pacs. Je voudrais savoir concrètement comment vivent vos adhérents ce nouveau débat sur cette question qui les touche de très près dans la sphère publique et qui, pour le coup, avait été, je dirais pas en sommeil, mais qui n'était pas venu au devant de la scène, en tout cas, depuis 1999. Hervé Mariton, je vous en prie. Merci, monsieur le rapporteur. Aussi grand soit le talent de Xavier Breton, de votre serviteur ou d'autres, je ne crois pas que le spectaculaire soit notre talent principal. Et je crois que le débat, pour l'essentiel, a le mérite de se dérouler aujourd'hui, et c'est important, sans homophobie d'une quelconque nature, et n'enfermez pas les adversaires du projet en général dans quelques
rares exceptions condamnables au demeurant. D'abord pour dire que j'apprécie beaucoup le ton et l'exigence d'analyse de nos invités de cet après-midi. Simplement, je voulais vous demander s'il n'y a pas certaines contradictions dans votre analyse et votre projet. Vous insistez pour dire que ce que vous souhaitez au fond doit ne rien changer aux couples existants. Vous insistez pour dire que vous souhaitez une loi qui vise à inclure plutôt qu'à changer de modèle. Donc vous êtes bien sur le thème de ne pas appeler à un changement de modèle. Et en même temps, par exemple, lorsque vous proposez d'ouvrir la PMA à toutes les femmes, cela veut dire alors un changement de la législation au-delà de la problématique des couples homosexuels pour viser d'autres insuffisances de la PMA aujourd'hui. La PMA aujourd'hui est réservée à des circonstances de stérilité. Elle n'est pas autorisée pour les personnes célibataires. Sur cet exemple, je pourrais en citer d'autres, mais cet exemple montre lui-même que pour atteindre à l'égalité que vous souhaitez, vous êtes amené à changer la définition du droit, y compris pour les autres. Pour obtenir l'égalité au regard de la PMA, il ne suffit pas d'inclure les couples homosexuels dans la PMA telle qu'il est définie aujourd'hui, il est indispensable de changer de modèle et de changer la législation de la PMA à l'égard de tous. Donc ça change en effet pour tous. On pourrait prendre d'autres exemples, mais voilà. Donc, à la fois, j'entends les deux affirmations que vous faites, simplement, elles ne vont pas bien ensemble. Et largement dans la ligne de la question que le rapporteur vous a posée, vous avez dit il n'y a pas d'égalité s'il n'y a pas d'égalité complète, c'est-à-dire une égalité absolue. Nous sommes modestement législateurs, nous ne sommes pas philosophes. Je ne suis pas sûr de pouvoir facilement comprendre ce qu'est l'égalité absolue. Mais au fond, si le texte adopté ne différait pas du texte qui est aujourd'hui sur la table, est-ce qu'il est mieux d'adopter le texte sur la table ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux ne pas l'adopter tant il est éloigné de l'égalité absolue à laquelle vous visez? Et puis enfin, je formule l'hypothèse qui peut peut-être vous paraître provocatrice, mais je veux la dire avec beaucoup de respect. Je me demande s'il n'y a pas dans le texte qui est présenté une forme d'instrumentalisation de nos concitoyens d'orientation homosexuelle ou de certains d'entre eux, parce qu'au fond, on l'a entendu de nouveau ce matin à l'audition sur l'adoption. Si on ne va pas au-delà, en tout cas l'instrumentalisation, si on ne va pas au-delà du texte, j'entends votre cohérence et je la comprends. Mais si on ne va pas au-delà du texte, l'adoption servira simplement, il n'y aura pas d'adoption internationale, et elle servira simplement à régulariser des situations jusqu'aujourd'hui non possibles dans le temps. Tous les enfants qui vivent aujourd'hui dans des foyers homoparentaux et dans l'espace pour les personnes qui iront faire des PMA ou des GPA à l'étranger. Mais donc, ça n'est pas l'adoption. Et quant au mariage, est-ce qu'il est acceptable, j'entends que vous dites que cela ne suffit pas, mais est-ce que l'idée même que le pas accompli soit réservé aux seules personnes mariées est acceptable et supportable? Et est-ce que le remède n'est pas pire que la situation que vous critiquez? Et est-ce qu'à cet égard, il n'y a pas une forme d'instrumentalisation? Merci mon cher collègue Alain Tourret. Merci monsieur le rapporteur. Vous avez réfléchi, ça se voit, sur cette loi, son évolution et son inscription dans l'histoire. Je voudrais connaître de votre part deux sortes d'appréciations. Il y a 13 ans, on a voté le Pacs. Vous l'avez rappelé, c'était l'une des dates importantes. 1999, 1980, 1999 et tout. Pourquoi à l'époque n'y a-t-il pas eu une telle revendication en faveur du mariage homosexuel? Et
qu'est-ce qui s'est passé, d'après vous, depuis cette décennie, qui fait qu'on arrive avec cette revendication aussi forte qui est passée dans le cadre d'un certain nombre de grands pays européens? C'est la première chose. La deuxième chose, l'un des principaux arguments de ceux qui s'opposent au mariage des couples de même sexe, c'est de dire il n'y a qu'à améliorer le Pacs. Si on améliore le Pacs, on résout pratiquement tous les problèmes, et à la limite, pourquoi soutenir une institution estimée comme ringarde par tout un certain nombre de gens, y compris par les Français, puisqu'il y a de moins en moins de gens qui se marient. Et que monsieur le rapporteur soulignait fort justement qu'on était à 290 000 mariages, je crois, et 220 000 Pacs, à peu près. 241 000 mariages et 205 000 Pacs. Voilà, excusez-moi, 241, 205, et que vous soulignez que les courbes vont tôt ou tard se croiser. Alors à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui, d'après vous, légitime qu'on ne doit pas rester dans le Pacs? Et deuxième chose, est-il nécessaire, à côté de ce mariage homosexuel, d'améliorer le Pacs? Est-ce que ce sont deux chemins parallèles qu'il faut également mener, d'après vous, puisque le Pacs, nous le savons, est pour les couples hétérosexuels, mais également pour les couples homosexuels, bien évidemment. Et qu'à partir du moment où il y aura un mariage homosexuel, il y aura toujours un Pacs pour les homosexuels. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce que vous avez une réflexion sur tel ou tel aspect du Pacs qu'il est nécessaire d'améliorer? Merci Monsieur Tourret. Corinne Narassiguin. Merci Monsieur le rapporteur. Je vous remercie pour votre intervention. Je ne peux pas ne pas relever vos références à l'État de New York, et New York étant la ville où j'ai vécu longtemps et qui est le berceau de la marche des fiertés, qui pourtant n'a pas été le premier État, loin de là, aux États-Unis à reconnaître le droit pour les couples de même sexe de se marier, mais c'est effectivement une évolution de l'année dernière qui a été accueillie dans le monde entier de manière très symbolique, avec beaucoup d'espoir. Je vois une similarité dans les revendications des personnes LGBT, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, où on est passé, je dirais, d'une revendication du droit à la différence à une revendication du droit à l'indifférence, c'est-à-dire à pouvoir vivre sa vie comme tout le monde, sans être pointé du doigt comme ayant besoin de mesures spécifiques, de lois écrites juste pour vous. Donc simplement d'être inclus, comme vous le disiez, dans l'égalité des droits. Donc je pense que ça, c'est une évolution qui est importante de noter. Vous notiez le fait qu'il n'y a pas eu d'amélioration depuis le Pacs en France. Donc on a vraiment besoin aujourd'hui d'avancer vers une complète égalité des droits. Ceci dit, on a vu aussi, comme je voudrais rebondir sur ce que disait le rapporteur tout à l'heure, le fait qu'on a eu une résurgence de dérapage, on va dire, dans les arguments qu'on n'avait pas vu effectivement depuis le débat du Pacs. On avait pu penser que la question de la reconnaissance tout simplement de l'existence des couples homosexuels comme étant des couples comme les autres avait été déjà acquise au moment du vote sur le Pacs. Le fait que ces arguments ressortent maintenant dans le contexte, en plus de la question de la reconnaissance de l'homoparentalité, qui fait sortir de nouveaux arguments, mais le fond des dérapages sont souvent les mêmes. Est-ce que vous pensez du coup que cette loi-là, au-delà de la reconnaissance juridique de l'égalité des droits, a besoin aussi d'une toute autre série de mesures d'accompagnement pour qu'on lutte aussi contre l'incompréhension de ce que c'est l'homoparentalité, le fait que les enfants de ces familles puissent être bien acceptés dans les écoles, parce que peut-être au-delà est-ce que vous pensez vraiment que la reconnaissance du droit sera un déclencheur suffisant, ou est-ce qu'il y a besoin aussi de la part des pouvoirs politiques de mettre en œuvre d'autres séries de mesures pour que cette égalité des droits soit véritablement vécue
et deviennent vraiment une réalité au quotidien pour toutes ces familles. Merci. Merci, chers collègues. Xavier Breton, s'il vous plaît. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, moi je voudrais revenir rapidement déjà sur des notions, notamment le principe d'égalité, parce que c'est quelque chose qui nous a servi régulièrement. Je veux dire que c'est un argument réversible. Alors d'une part, déjà, aujourd'hui, on n'a pas de discrimination, sinon ça serait sanctionné. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du début de l'année dernière, début 2011, indique bien que dans des situations objectivement différentes, il peut y avoir des réponses différentes. Et donc c'est notre juge constitutionnel qui le dit. Et puis l'égalité, on peut l'avoir également au niveau des enfants. Il y aurait des enfants qui auraient un père et une mère et d'autres qui n'auraient pas ce droit. Et donc je crois que ce principe est réversible. Deuxième point, la question du vide juridique. On ne parle toujours de vide juridique. Non, que le statut juridique ne vous convienne pas, c'est une chose. Mais aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas d'enfant apatride, il n'y a pas d'enfant sans statut juridique. Il n'est peut-être pas satisfaisant, il y a peut-être des choses à améliorer, mais il existe quand même. Troisième point sur lequel je voulais également faire une mise au point, c'est on parle de résurgence de dérapage. Alors d'abord, il faudrait les citer concrètement pour voir lesquels c'est. On a eu l'occasion d'avoir un débat la semaine dernière sur les propos de notre collègue Nicolas Dhuicq. On a vu que c'était bien une interprétation qui avait été faite qui pouvait conduire à considérer que ça soit des dérapages. Et s'il doit y avoir des dérapages, ou en tout cas des propos un peu forts, je crois qu'ils sont à sens réciproque, confèrent l'audition des responsables religieux des cultes la semaine dernière, qui elle aussi a donné lieu à ce que je considère comme des dérapages. Alors, moi j'ai été un peu choqué à un moment, je dois vous dire très franchement, par votre vision très manichéenne. Parce que, d'abord, vous citez les auteurs qui vous arrangent, Simone Veil et Hillary Clinton. J'aurais pu vous citer des très bons auteurs comme Elisabeth Guigou au moment du Pax, ou Sylviane Agacinski. Donc, je veux dire, là-dessus, on peut être, ou Lionel Jospin, on est à égalité. Mais vous citez, je crois que c'est Hillary Clinton, en parlant du bon côté de l'histoire. Quelle vision! Imaginez que d'autres courants parlent du bon côté de l'histoire. La semaine dernière, imaginez la polémique qu'on aurait eue. Et donc, il faut se méfier du bon côté de l'histoire parce que c'est ce qui amène l'intolérance. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de bon côté de l'histoire. Il y a une histoire qui se fait avec des bons côtés et des mauvais côtés, mais de considérer qu'il y a un bon côté, eh bien, on arrive au flicage de la pensée des discours auxquels nous assistons actuellement. Alors, vous l'avez indiqué aussi, il ne faut pas se laisser imposer une norme sociale. Alors là, j'aurais une question. Est-ce que limiter le mariage à 2 personnes, c'est une norme sociale ? Je n'ai toujours pas eu la réponse de fond qui consiste à dire si on n'appuie pas le mariage sur l'altérité sexuelle, un homme et une femme, qu'est-ce qui empêche de se marier à 3 ? Alors là, la question reste posée. Je finirai avec une question. Comment interprétez-vous l'arrêt du tribunal administratif de Paris qui vient de retirer l'agrément à l'association SOS Homophobie, agrément auprès des établissements de l'enseignement national ? Je vous remercie. Merci, Monsieur Breton. Christian Assaf, s'il vous plaît. Monsieur le rapporteur, merci. Je voulais vous remercier, et d'ailleurs je l'ai exprimé de façon assez expressive, la rigueur de votre raisonnement, la clarté de votre démonstration, et en un seul mot, vous dire à quel point j'ai apprécié aussi la retenue avec laquelle vous avez su défendre votre thèse. Je me permettrai de vous faire peut-être une remarque qui méritera peut-être réponse ou précision, et puis une question. Ma remarque porte sur la démonstration. J'ai pris bonne note, bien sûr, de la référence historique au mouvement et aux causes que vous avez défendues, de l'importance de ce texte, du fait aussi que vous avez souligné le fait que c'est un texte incomplet. Vous avez même égrené, listé sur les points sur lesquels vous souhaitiez des engagements de notre part, ou en tout cas sur lesquels vous souhaitiez que le texte soit amélioré. Je vous pose cette question parce que il convient d'être très clair en la matière. Est-ce que selon vous, le texte tel qu'il vous est proposé aujourd'hui et les propositions qui sont faites, à savoir essentiellement le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe, est-ce que vous considérez ces revendications comme secondaires ou est-ce qu'elles vous paraissent importantes ? Ça, c'est pour la remarque. S'agissant de la question, vous avez évoqué dans vos revendications la question
du dépassement de la présomption de paternité, ou plus exactement de la présomption de parentalité, de la reconnaissance de la parentalité. Vous avez même évoqué les situations et les cas de coparentalité. Je voudrais savoir si en ouvrant ces droits, et sans chercher de fausses excuses, on peut se demander s'ils ne vont pas apparaître de nouveaux conflits de filiation, voire de nouvelles discriminations. Et est-ce que vous avez donc une réflexion prospective sur les impacts dans le futur de cette revendication? Et avez-vous, grâce à des législations comparées, une vision des conflits qu'ont pu engendrer ces réformes dans des pays qui ont déjà fait ce choix, ou des revendications nouvelles que cela a pu entraîner? Voilà, merci. Merci, Monsieur Assaf. Si aucun autre de mes collègues ne souhaite s'exprimer, écoutez, je vais vous inviter à répondre aux nombreuses interrogations qui ont été posées devant vous. Monsieur Nossan, peut-être? Je vous en prie. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais commencer par répondre à votre première question sur l'égalité absolue. Serait-ce une étape ultime si effectivement l'ensemble des éléments que nous souhaitons voir ajoutés à ce projet de loi l'étaient? Je répondrai oui à cette question-là. C'est-à-dire que effectivement, ce que nous avons dit correspond à une égalité stricte entre les homosexuels et les hétérosexuels. Et c'est véritablement dans le cadre de cette demande d'égalité et qui nous semble nécessaire et impérieuse qu'il faut que, quel que soit, alors, on va dire dans le domaine de la parentalité et de la conjugalité. Là, on parle effectivement uniquement du domaine de la parentalité et de la conjugalité, mais dans ce domaine-là, effectivement, par rapport à toutes nos demandes sont véritablement basées sur cette nécessaire égalité. Et si effectivement tout cela est mis en place, nous considérons que l'égalité absolue est effectivement de mise. Je voudrais répondre d'autre part par rapport à une question qui a été posée, je crois, par monsieur le député Mariton, sur le texte en l'état est-il, vous avez dit, je crois, une instrumentalisation des citoyens, c'est ça? Je ne comprends pas véritablement ce terme. Je ne vois pas en quoi il instrumentaliserait quiconque. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, le texte, et on l'a dit, ne correspond pas exactement à ce que nous souhaiterions, mais que c'est effectivement une avancée primordiale, déjà en l'état. Déjà en l'état, ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe, c'est une avancée primordiale. Et nous n'allons pas vous dire aujourd'hui que nous ne voulons pas de ce texte. Évidemment que non. Parce que nous savons que la marche vers l'égalité, c'est une marche forcée, c'est une marche qui peut aller, en tout cas qui nécessite des discussions, des débats, que ces débats ils ont lieu depuis le PACS, et je reviendrai sur cette question quand on parlera du PACS. Mais en tout cas, nous savons que toutes les étapes sont bonnes à prendre, entre guillemets. Donc ça veut dire que, effectivement, même si nous considérons que le projet de loi tel qu'il est aujourd'hui n'est pas satisfaisant et ne répond pas à cette nécessaire égalité, effectivement, c'est de toute façon un projet de loi qui est important et qui va sur le chemin de l'égalité entre les homosexuels et les hétérosexuels. Donc je pense que c'est important. Je vais peut-être continuer sur le PACS du coup. Il y a eu des questions également sur alors pourquoi à l'époque des débats sur le PACS il n'a pas été question d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Je pense qu'il y a plusieurs explications à ça. La première explication, c'est probablement qu'il faut comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on a voté le PACS à l'époque. On a voté le PACS dans le contexte de l'épidémie du VIH/SIDA et véritablement pour sécuriser les partenaires des personnes qui mouraient de cette maladie. Et je crois que c'est vraiment dans ce contexte-là où on s'est appuyé sur un contrat qui permettait de protéger le partenaire. On n'était pas encore dans la réflexion véritablement de la construction de la famille homoparentale. Ce n'était pas le sujet à l'époque. Le sujet, c'était véritablement de répondre à des situations de détresse dans le cadre d'une épidémie terrible. Donc ça, c'est probablement un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'effectivement, c'est un débat qui a eu lieu en 98, en 99,
Donc ça fait quand même un certain nombre d'années, ça fait 13-14 ans, et qu'à l'époque, probablement, la société n'était pas aussi prête qu'elle l'est aujourd'hui. Le troisième élément de réponse est effectivement qu'il y a eu des évolutions, à la fois des évolutions, je dirais, dans les pays à l'étranger, puisque à l'époque, en 98-99, je ne crois pas qu'il y ait de pays qui avaient ouvert le mariage aux couples de même sexe. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque le mariage aux couples de même sexe est ouvert dans un certain nombre de pays, de traditions très différentes, hein, et notamment si on prend l'Espagne, l'Argentine, le Mexique, des pays qui ont des traditions catholiques très, très fortes. Donc, je crois que toutes ces avancées-là ont fait aussi évoluer les mentalités. Et le fait que le mariage soit ouvert en France fera également évoluer les mentalités et fera évoluer tous les autres pays. Donc on participe vraiment ici, dans ce débat aujourd'hui, à un vaste mouvement qui de toute façon va s'amplifier. Alors pourquoi ne pas améliorer le Pacs? Pourquoi demandons-nous d'améliorer le Pacs aujourd'hui? Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a possibilité d'améliorer le Pacs, notamment via la pension de réversion. Vous savez que c'est une des différences en termes de droit entre le Pacs et le mariage. Mais ça ne peut pas prendre la place du mariage, puisque ce que nous souhaitons, et véritablement la définition d'égalité, c'est que toutes les personnes aient le choix ou pas de se marier, et le choix de se paxer si elles le veulent, et le choix de vivre en concubinage si elles le veulent. Le problème n'est pas là, le problème est effectivement de laisser ce choix à tout le monde. Donc ce que nous souhaitons, et ce qui nous semble véritablement aller dans le sens des droits des personnes LGBT, c'est qu'elles aient le choix de se marier, de se paxer ou de vivre en union libre. Voilà ce que je voulais dire sur ces sujets-là. Oui, pour répondre à plusieurs questions, déjà une précision, monsieur Lacroix, sur on ne peut pas faire dire n'importe quoi au Conseil constitutionnel. Monsieur Breton, pardon. Il n'y a pas de monsieur Lacroix devant vous. Monsieur Gouguin. Excusez-moi. Allez-y, monsieur Gouguin. Monsieur On vous pardonne, c'est pas du tout un problème. Monsieur Breton, je pense qu'on peut pas faire dire n'importe quoi au Conseil constitutionnel. Ce qu'a dit le Conseil constitutionnel sur le sujet, il donne deux enseignements. Premièrement, que effectivement le législateur peut maintenir une discrimination entre deux contrats, en l'occurrence entre le Pacs et le mariage. Et donc que ce n'était pas anticonstitutionnel d'avoir une différence de droits et de devoirs dans le Pacs d'un côté, dans le mariage de l'autre. C'est exactement les termes qu'elle a employés. Sur le fait que le mariage soit réservé seulement aux couples hétérosexuels et qu'il ne soit pas ouvert aux couples de même sexe, le Conseil constitutionnel ne s'est pas positionné et a renvoyé la balle au législateur. Et c'est la raison du débat d'aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que, et sans limiter à la moitié des propos du Conseil constitutionnel, qui dirait que c'est normal de discriminer. Il s'agit véritablement de deux situations différentes sur le Pacs et le mariage. C'est ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, mais enfin, je ne cesse de reprendre... Il ne nous oblige pas à le faire. Il ne dit pas que c'est une discrimination. Et il ne nous oblige pas à légiférer dans ce sens-là. Il nous laisse la liberté. C'est donc bien que ce n'est pas une discrimination. Bien sûr, il n'y a pas d'injonction, mais c'est pour ça qu'il y a un débat parlementaire aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a un projet de loi qui a été déposé, et je trouve que la décision du Conseil constitutionnel en la matière était plus que sage de renvoyer la balle au législateur pour que il entérine pleinement cette question d'égalité. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons, et je pense que les droits sont d'autant plus légitimes à partir du moment où ils sont entérinés justement par les voies des parlements, en l'occurrence. Autre chose, sur la question de indifférence, différence, droit à l'indifférence, droit à l'indifférence, droit à la différence, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, même si s'il y a une demande en termes d'égalité des droits, mais Mathieu Nossan a déjà un peu répondu en fait à la question en parlant de liberté de choix finalement. Et c'est pour ça que le terme et le fait qu'on entre dans le débat uniquement par le prisme du mariage est de notre point de vue réducteur, parce que pour nous véritablement ce qui est fondamentalement l'esprit de cette loi, c'est cette question d'égalité, cette question de liberté finalement de choisir de s'unir à travers le mariage ou d'autres types d'unions,
et cette égalité dans la considération de toutes les familles. Et parce que, je le disais en introduction, les familles hétéroparentales sont déjà de fait très très diverses, le fait d'ajouter de nouvelles familles ne va pas fondamentalement créer de situations si nouvelles que cela. Donc il y a déjà de la différence et la diversité en fait dans les familles hétéroparentales et les couples hétérosexuels, et on ne vient qu'enrichir cette différence et cette diversité finalement, tout en permettant à ce que du point de vue de l'égalité de traitement, il y ait une forme d'indifférence. Voilà, je réponds à votre question par ce biais-là. Pour répondre sur 2 autres points, tout d'abord sur la question de M. Mariton, je ne me suis pas trompé de nom cette fois, sur la question du changement de modèle. Vous faisiez allusion à des changements de disposition, soit du Code civil, soit du Code de la santé. Enfin, l'objet d'une loi comme celle-là, c'est effectivement de changer des dispositions du Code civil et j'espère du Code de la santé en ce qui concerne la procréation médicalement assistée. Donc oui, il y aura forcément des changements. Il y aura forcément des changements. Non, pour tous, non. Je vais vous répondre très simplement sur la question de la procréation médicalement assistée. Il s'agit de répondre à la situation des couples inféconds. Et c'est une hypocrisie de dire qu'à un moment donné, les couples inféconds hétérosexuels ne basent pas leur parcours en procréation médicalement assistée sur la base d'un projet parental. Il ne s'agit pas de faire une situation différente aujourd'hui pour les couples de même sexe. Donc on est dans des situations qui sont similaires, en tout cas de notre point de vue, et donc il y a une symétrie de situation. Monsieur Mariton a évoqué dans sa question très précisément une allusion que je n'ai pas entendue pour ma part, mais sans doute étais-je inattentif, sur le fait que vous demandiez l'accès à la PMA pour toutes les femmes. Est-ce que c'est la réalité ou pas? Autrement dit, finalement, l'accès pour les femmes seules? Oui, absolument. Ça inclut l'accès pour les femmes seules, en sachant, vous le savez probablement, que des célibataires peuvent adopter aujourd'hui. Donc, c'est pas une révolution, c'est-à-dire et que par ailleurs, il y a des femmes qui ont des enfants seules également. Ce n'est pas une révolution que de dire que les familles monoparentales existent. Ce n'est pas une révolution que de dire qu'il y a des femmes qui ont des enfants seuls et qui les élèvent seuls. Je pense que c'est quelque chose d'assez connu comme situation. Alors, je voulais par ailleurs répondre sur une question assez étrange, je dois bien le dire, sur la limitation du mariage à 2 personnes. Et je crois qu'il y a une interprétation complètement faussée de ce que j'ai pu dire sur la norme sociale, c'est-à-dire que effectivement ce que nous demandons, et je l'ai dit également, c'est de faire en sorte que des droits qui existent aujourd'hui pour les couples hétérosexuels puissent exister également pour les couples homosexuels. Que je sache, il n'y a pas de possibilité pour les couples hétérosexuels aujourd'hui de se marier à 3. Je ne vois donc pas pourquoi nous demanderions à ce qu'il y ait une possibilité pour les couples homosexuels de se marier à 3. Donc c'est une question qui est totalement hors débat. Je crois que c'est une interprétation complètement faussée. Par ailleurs, sur le statut juridique de l'enfant, vous dites qu'il n'y a pas de vide juridique pour les enfants des familles homoparentales. Je pense que c'est également une erreur d'interprétation. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les familles homoparentales aujourd'hui, ces familles ne sont pas considérées comme telles, puisque on n'accepte pas, la France n'accepte pas aujourd'hui qu'un enfant ait 2 parents de même sexe. De ce fait, dans ces familles-là, un seul des 2 parents est reconnu. On peut donc considérer que cet enfant n'est pas protégé comme tous les autres enfants, c'est-à-dire que c'est un enfant qui vit dans un contexte familial dans lequel il voit des parents qui ne sont pas reconnus. Ça veut dire que ça a beaucoup de conséquences. Je vais vous donner quelques conséquences si vous ne les connaissez pas aujourd'hui. Par exemple, si le couple se sépare, eh bien, cet enfant, il n'y a rien juridiquement qui protège cet enfant et qui lui permettra par la suite de voir ses 2 parents s'il souhaite les voir. Je vais vous donner l'autre exemple, qui est l'exemple du décès du parent légal. Pas ses parents, il n'y en a qu'un qui est parent. Ça, c'est votre conception. Hein. Mais, droit, c'est le droit. Non, c'est notre droit. Non, ça, c'est que vous le souhaitiez que ce soit Monsieur, c'est notre droit. Monsieur Nossan, je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît. Nous arrivons à la fin de Je voudrais juste dire que c'est votre conception des choses, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de vide juridique. Moi, je peux simplement vous dire, et les familles homoparentales et les associations de familles homoparentales que vous verrez par la suite, vous décriront des cas très très concrets d'enfants qui ne peuvent pas voir leur 2e parent alors qu'ils ont été élevés par eux.
pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il y a donc un vide juridique qui est extrêmement délétère pour les enfants et qui leur pose des problèmes majeurs. Et donc c'est cela qu'il faut régler et c'est cela que la loi doit régler. Et c'est absolument indispensable, c'est inadmissible qu'on reste dans cette situation. Monsieur Gouguin, vous voulez Un peut-être tout petit terminer. Répondre à Je vous votre en prie. question sur le vécu des adhérents et plus largement sur le vécu des personnes LGBT, et même de leurs proches d'ailleurs, parce qu'on peut faire de la statistique si on veut s'amuser, mais par voie de conséquence, tous ceux qui, les parents dont leurs enfants sont homosexuels, les frères, les sœurs, les grands-parents, les oncles, les tantes, etc., sont aussi impactés par ce débat d'une manière ou d'une autre. Vous dire que plus on entre dans la discussion, plus c'est dur à encaisser quand même quotidiennement des propos qui à un moment donné disent que parce que vous êtes homosexuel, parce que vous êtes parent homosexuel pour d'autres, vous remettez en cause la société, vous êtes potentiellement dangereux pour vos enfants, et on questionne le parent homosexuel, là on ne questionne pas le parent hétérosexuel, enfin d'autres l'ont dit dans de précédentes auditions, je pense à Martine Gross qui a dû le rappeler dans la première audition publique que vous avez fait sur le sujet. Et donc voilà, ça fait des semaines que nous en appelons, nous, à un débat qui soit serein, parce qu'à un moment donné, on parle de la vie des gens, et on ne parle pas de questions seulement juridiques, idéologiques, politiques, on parle aussi de la vie concrète des gens. Donc quand les termes peuvent être parfois blessants, on blesse des personnes, et donc pensez à chaque fois, en tout cas je vous alerte sur cette question-là, puisque vous allez débattre ensuite dans le cadre des travaux de l'hémicycle sur le contenu du projet de loi, à faire attention aussi aux termes qui sont employés, parce que, je vous le dis très sincèrement, ils sont vécus de manière particulièrement blessante parfois et pas seulement nos adhérents ou des personnes dites militantes, hein, mais par tout le monde. Donc chacun garantir un cadre de débat qui soit le plus serein possible, parce que l'homophobie, comme je le disais en introduction, elle se développe aussi sur ces propos-là. Vous pouvez avoir une pensée qui n'a pas une vocation homophobe, mais vos propos vont distiller de l'homophobie. Voilà. Donc, je vous le dis en toute franchise. Et sur SOS homophobie, bon, sur l'agrément, je crois que le ministère de l'Éducation nationale a répondu hier, donc il n'y a pas besoin de compléter sur ce point-là, si ce n'est que je trouve que la question est quand même très instrumentalisée dans la période par l'association qui avait fait un recours en justice auprès du tribunal administratif il y a quelques années. Et donc voilà, mais le ministère de l'Éducation nationale a déjà répondu sur le sujet. Merci Monsieur Gouguin, merci Monsieur Nossan. Nous nous retrouvons dans 2 minutes pour la suite de nos travaux.